Si la boussole pointe toujours vers le nord, que se passe-t-il si on arrive exactement à l'endroit qu'elle indique? C'est de loin la gagnante d'une enquête que j'ai menée pour trouver la meilleure question, donc je la garde pour la fin. Cette vidéo est sponsorisée par notre partenaire Itaú, parce que ensemble, nous simplifions les finances. Et pour cela, nous faisons une série de vidéos très sympas sur le fonctionnement des prêts, comment se protéger contre les fraudes, comment fonctionne la carte de crédit. Toutes ces vidéos dont j'ai parlé se trouvent dans une playlist juste en dessous, d'accord? Alors, allons-y, répondons à une question sur le contrôle des dépenses. Comment puis-je contrôler mes dépenses sans devoir me priver de tout ce que j'aime? Ce n'est pas que je vive dans le luxe, mais je veux économiser sans renoncer au confort. Pour commencer à réfléchir à cela, il est intéressant de connaître la différence entre luxe, confort et dépenses inutiles. Le luxe a à voir avec le style de vie, avec l'ostentation. Tu sais, ce sac à main à 10 000 $. C'est un truc qui sert un peu à montrer aux autres que tu as les moyens d'acheter ça. Donc, si tu as besoin d'économiser, la dernière chose à faire, c'est d'acheter un objet de luxe. Le confort, c'est tout ce qui rend notre vie meilleure. Donc, partir en vacances, par exemple, ou pouvoir profiter de quelque chose le week-end, ce sont des choses qui, si tu les supprimes, vont te manquer. Donc, l'idéal, c'est de bien planifier comment cette réduction va être faite. Donc, si tu peux dépenser peu pour le confort, mais moins que ce que tu voudrais, tu peux faire un voyage moins cher. Au lieu de sortir le week-end dans un endroit très cher, tu invites tes amis chez toi, vous partagez les frais, enfin, tu peux avoir du confort tout en dépensant moins. Et il y a la troisième chose dont j'ai parlé, qui est la dépense inutile, c'est pratiquement de l'argent jeté par la fenêtre. Par exemple, il y a quelque chose ici que je sais que certains d'entre vous font. S'abonner à 50 services de streaming alors que tu n'en utilises que 3, c'est gaspiller de l'argent. Certaines ne servent qu'une fois par an et pourraient être prises seulement le mois voulu. Tu paies pour une connexion internet ultra rapide, mais tu ne joues pas en ligne, tu télécharges peu et n'utilises que la moitié de ce que tu paies. Un forfait moins cher suffirait. Ces choses-là sont généralement les premières que tu vas couper, parce qu'elles ne font absolument aucune différence dans ta vie. Ça ne changera rien à ton confort. Est-il possible de fabriquer des excréments en laboratoire? Tu as déjà entendu parler de la transplantation de selles? Parler de transplantation de selles peut sembler très dégoûtant, mais ça existe vraiment. Et c'est important. Dans notre intestin, on a une immense colonie de bactéries, et ce ne sont pas des bactéries qui nous font du mal. Bien au contraire. Elles jouent un rôle clé dans la digestion, la production de certaines hormones, et des chercheurs étudient comment les bactéries intestinales influencent la relation entre l'intestin et le cerveau. On appelait autrefois ces êtres la flore intestinale, mais aujourd'hui on parle plutôt de microbiote intestinal. Le problème, c'est quand il y a un déséquilibre de ces bactéries. Par exemple, une nouvelle arrive, chasse les autres et commence à te faire du mal. Ou alors, tu prends un antibiotique très fort qui finit par tuer une grande partie de ces bactéries. Et alors, la façon de retrouver l'équilibre, c'est d'emprunter les selles de quelqu'un, qui n'a pas forcément besoin d'être un membre de ta famille, ni d'avoir un lien de parenté. Ces selles subiront diverses analyses pour s'assurer qu'elles ne contiennent aucune maladie dangereuse. Tout ça va être dissous dans de l'eau, il y a un traitement spécial qui est fait pour que ce soit introduit dans ton corps, généralement par l'endroit par lequel ça aurait dû sortir. C'est drôle d'en parler, mais c'est un traitement essentiel, d'accord? Regarde, voici une question reçue en masse cette fois. Ibéré, dans l'Atlantique, à la limite imaginaire avec le Pacifique, on observe une séparation de couleurs. Pourquoi? Ibéré, pourquoi l'océan Atlantique et le Pacifique ne se mélangent-ils pas? Pourquoi leurs eaux restent-elles séparées? Nous sommes face à une fake news, à un mensonge qui se répand sur Internet. Pour commencer, je viens tout juste de revenir d'Ushuaia, c'est la ville qui se trouve tout au sud, tout au bout de l'Amérique du Sud, là où l'océan Atlantique rencontre l'océan Pacifique. Pour commencer, cette division entre les océans, ce qui est l'océan Pacifique, ce qui est l'Atlantique, ce qui est l'océan Indien, ce qui est l'océan Arctique, ce sont des divisions que l'être humain a inventées. Il n'y a ni mur, ni ligne physique, rien ne sépare une chose de l'autre. On pourrait donc dire que tout cela est une seule et même chose, la même eau. Si tu retires de l'eau d'un océan, les autres diminuent aussi. C'est ainsi. Mais certains lieux sont vus comme des points de rencontre entre les océans. Ici, dans le sud de l'Amérique du Sud, ce serait la rencontre de l'océan Pacifique avec l'océan Atlantique. Et il y a donc certains endroits où cela se produit. Regarde, en descendant par ici, tout au bout, on va avoir un passage entre l'Atlantique et le Pacifique qui s'appelle le détroit de Magellan. Il porte ce nom parce qu'en 1500 et quelques, Fernand de Magellan, qui dirigeait une escadre pour faire le tour du monde,
Quand il a dû passer par ici, il a traversé ce passage et n'est pas passé par le sud de l'Amérique du Sud. Là se trouve la Terre de Feu, grande île partagée entre le Chili et l'Argentine. Et au sud de celle-ci, il y a un autre passage qui s'appelle le canal Beagle, c'est celui où j'étais à Ushuaia. J'ai navigué en bateau dans ce passage. Et encore plus au sud, il y a le passage entre l'Antarctique et l'Amérique du Sud qui s'appelle le détroit de Drake. Et c'est vraiment immense. Ce n'est pas un petit passage, non, ça fait à peu près 800 km. On l'appelle aussi le passage de Drake. Cet endroit est très difficile à traverser en bateau à cause du mauvais temps. Beaucoup de vent, de vagues, des tempêtes et un froid intense. Mais tu sais ce qui ne change pas entre l'Atlantique et le Pacifique dans cette région ? Donc, quand tu es là-bas, tu ne verras aucune ligne de séparation, aucune ligne sur l'eau. Il n'y a pas de différence entre les deux eaux quand tu regardes. Ça n'a rien à voir avec la rencontre des eaux là-bas à Manos, par exemple, où tu vois clairement la différence entre le Rio Negro et le Rio Solimo. Il existe bien quelques différences entre ces océans, mais en moyenne. Alors regarde, l'océan Pacifique est un peu plus froid, l'océan Atlantique est un peu plus salé, par exemple. Là où ils se rencontrent, ils se mélangent déjà beaucoup, la zone de rencontre est très étendue. Mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui disent « Attends une seconde, attends, parce que j'ai vu une photo où il y a une différence. Il y a une eau un peu blanche qui rencontre une eau un peu bleue. Et c'est la rencontre de l'océan Atlantique avec l'océan Pacifique. » Cette photo qui circule sur Internet montre bien une rencontre d'eau. Mais c'est la rencontre de l'eau d'un glacier, de l'eau douce qui descend en emportant un peu de la montagne, c'est pour ça qu'elle est très blanchâtre à cause des minéraux qu'elle transporte et elle rencontre l'océan là-bas dans le golfe d'Alaska. Donc c'est une photo qui a été prise là-bas en Alaska et les gens disent que c'est la rencontre de l'océan Atlantique avec l'océan Pacifique. Wellington Lums, membre de la chaîne, pose souvent des questions ici. Il a déjà demandé plusieurs fois. Iberé, comment un bus avec 2 rangées de sièges et un couloir central tient-il sur la même voie qu'une voiture ? Je suis allé chercher et j'ai découvert qu'il existe une largeur maximale pour les véhicules au Brésil, qui est de 2,60 m, n'est-ce pas ? Il y a le Conseil national de la circulation qui dit qu'une voiture ne peut circuler dans la rue que si elle fait au maximum 2,60 m. Si elle dépasse cette largeur, il lui faut une autorisation spéciale. Ça veut dire que nos routes doivent être préparées pour des véhicules de 2,60 m de large, ce qui est très large. D'accord ? Les bus n'atteignent peut-être pas cette largeur, et les voitures encore moins. Par exemple, la Fiat Strada, voiture la plus vendue au Brésil, mesure 1,66 m de large. Ça veut dire que, donc, quand vous pensez à construire une route, elle doit être conçue pour des voitures de 2,60 m de large, et quand une voiture particulière passe, vous pouvez presque en faire passer 2. Les routes modernes du Brésil sont encore plus larges, chaque voie mesurant environ 3,5 m. Et Iberé, pourquoi le clavier de la calculatrice diffère-t-il de celui du téléphone ? Honnêtement, je ne sais même plus où est le téléphone sur mon portable, car je ne l'utilise plus. Je n'appelle que par WhatsApp quand j'appelle, parce que je n'aime même plus trop parler. C'est beaucoup plus facile d'écrire et d'envoyer un message vocal. Voyons voir ici. C'est vrai, regardez, sur le téléphone, ça commence par 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Mais ça n'a aucun sens, n'est-ce pas ? Pour commencer, le téléphone à bouton est plus récent que la calculatrice, d'accord ? La calculatrice existait déjà avant, et il y a 3 théories différentes pour expliquer ce changement. La première dit que lorsque ces téléphones à boutons sont arrivés, vers les années 50, les calculatrices existèrent déjà depuis longtemps, et que ceux qui travaillaient avec des calculatrices tapaient très vite. Ils étaient déjà très habitués. Quand ils allaient taper sur le téléphone n'arrivait pas à suivre la vitesse à laquelle les gens tapaient. Il valait mieux qu'ils tapent un peu plus lentement. Les gens ont modifié l'ordre des chiffres pour rendre la saisie plus difficile qu'avec une calculatrice. La deuxième dit que les laboratoires Bell, dans les années 60 aux États-Unis, lorsqu'ils ont dû définir le clavier pour le téléphone, ont fait plusieurs expériences. Ils ont même essayé de le mettre sur seulement 2 lignes, de faire plusieurs dispositions différentes. Et c'est celle-ci que les gens ont trouvé la plus facile à utiliser. Et il y a encore une théorie qui a aussi du sens, c'est que sur le téléphone rotatif, c'est-à-dire le téléphone à cadran, il commence par le 1 et se termine par le 0. Donc cela va de 1 à 9, puis il y a le 0. C'est de là que vient l'inspiration pour créer le clavier. Ça commence par 1 et finit par 0. On ne sait pas laquelle de ces 3 théories est vraie, mais on comprend qu'il existe une différence entre le clavier de la calculatrice et celui du téléphone. Le micro-ondes fonctionne normalement avec la vitre cassée ou sans la vitre. Il fonctionne comme ça.
Vous avez sûrement remarqué que la porte du micro-ondes l'éteint automatiquement lorsqu'on l'ouvre en marche. C'est parce qu'il y a un petit interrupteur à l'intérieur qui fait que jamais le micro-ondes, non pas le micro, mais le micro-ondes ne fonctionne avec la porte ouverte. C'est pour éviter que le rayonnement ne vous atteigne, d'accord ? Pour ne pas être cuit en ouvrant la porte du micro-ondes. Donc, il est probable que si vous lancez une balle de baseball contre la vitre sans casser la porte, le micro-ondes continuera à fonctionner, même si la vitre est cassée. Un détail important, ce n'est pas la vitre qui vous protège des radiations du micro-ondes, mais une petite grille en métal percée, placée contre la vitre. Et ces trous ont une taille précise qui empêche les ondes à l'intérieur de passer. Les ondes sont trop grandes pour passer à travers ces trous. Donc c'est eux qui vous protègent des micro-ondes. Même si vous brisez la vitre mais que la grille reste intacte, vous êtes protégé. Cela est ressorti de notre recherche. Bravo pour le travail. Merci de ne pas employer le mot genre. Les gobelets, Stan les garde dans la température grâce au vide. Pourquoi la tenue des pompiers n'utilise-t-elle pas cette technologie ? Le gobelet Stanley, ainsi que tous les autres gobelets qui conservent la température à l'intérieur, ont deux couches. Une couche interne et une couche externe. Et entre ces deux couches, il va se former un espace vide, un vide d'air. Le fait que ce soit vide empêche le liquide à l'intérieur d'échanger de la chaleur avec l'extérieur. C'est comme ce qui se passe avec une bouteille isotherme. Cela crée une barrière efficace pour conserver la température du liquide. C'est pour ça qu'on peut garder une bière bien fraîche pendant des heures là-dedans. D'ailleurs, ça mériterait un test sur Manual do Mundo. Non. Mais alors, pourquoi le pompier n'utilise-t-il pas ça ? Parce que le verre est extrêmement rigide, il est dur. Et donc, si tu devais utiliser une armure avec du vide entre ta peau et la partie extérieure, il te faudrait quelque chose comme un gobelet Stanley extrêmement rigide avec une couche à l'intérieur. Tu deviendrais un peu comme un chevalier médiéval. Et si vous regardez la tenue du pompier, elle est super lourde, ce n'est pas la chose la plus confortable du monde à porter, mais elle te donne pas mal de mobilité. On l'a déjà porté. Une fois Marie l'a porté quand on est allé chez les pompiers, puis il y a eu une autre vidéo où j'ai testé un tissu Inifuge, et je l'ai aussi porté. Ça tient vraiment chaud, mais tu arrives à courir avec, par exemple, ce que tu ne pourrais pas faire facilement avec une armure faite avec une tasse Stanley. Maintenant, pour répondre à la question précédente. Je ne sais pas si j'utilise vraiment autant le mot « typo ». Là, je l'ai utilisé pour plaisanter, mais c'est un tic de langage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand tu n'as pas grand-chose à dire, quand tu réfléchis au milieu de la phrase, tu mets typo. Donc aujourd'hui, je suis allé genre chez moi et genre j'ai trouvé un truc et genre tous ces genres sont inutiles. Mais si je dis que le verre Stanley est comme une bouteille isotherme, ce mot a de la valeur ici. Oui, je suis en train de dire qu'il ressemble à une bouteille isotherme. Semblable à une bouteille isotherme, qu'il ressemble à une bouteille isotherme, ou qu'il fonctionne d'une certaine manière de façon similaire à une bouteille isotherme. Autrement dit, du genre ne devrait être gênant que lorsqu'il est utilisé comme une béquille linguistique. Quand on l'utilise comme une fonction, désolé, mais je vais continuer à dire du genre. Pourquoi la lumière du soleil à travers une loupe produit-elle un laser et du feu? Est-ce qu'elle augmente la température? Pourquoi la loupe ne crée pas de laser? Un laser, c'est une lumière dont les rayons vont en ligne droite, donc tu peux viser loin car ils ne se dispersent pas. Avec la loupe, c'est à peu près le contraire qui se passe. La lumière du soleil arrive presque en ligne droite. Quand elle atteint la loupe, ses rayons se concentrent. Tu fais converger leur énergie vers un point unique, ce qui provoque la combustion. Tu concentres lumière et énergie en un seul endroit, comme avec un couteau. Pour couper quelque chose, tu exerces une pression sur l'objet. Le couteau concentre la pression sur une seule ligne en dessous. C'est beaucoup de pression concentrée à un seul endroit, et c'est pour ça que tu arrives à couper. Et Ibéré, si l'argent est en papier, pourquoi le gouvernement n'en imprime-t-il pas davantage pour la population? Ce serait une solution simple, et je ne dirais pas qu'aucun gouvernement ne le fait. Il y a pas mal de gouvernements qui le font, mais ça cause un gros problème, qui est l'inflation. Imagine que tu vives sur une planète où il n'y a que 2 objets que tu puisses acheter. D'accord? C'est 2 téléphones portables. C'est tout ce que tu peux acheter sur cette planète. Donc, il n'y a que ces 2 téléphones portables et tout l'argent qui circule sur cette planète, c'est 20 rayés. À ton avis, combien va coûter chaque téléphone portable? C'est évident, chaque téléphone portable va coûter seulement 10 rayés, ça ne peut pas fonctionner autrement, n'est-ce pas? Parce que si tu augmentes le prix du téléphone, il n'y a pas assez d'argent pour payer. Si tu baisses le prix du téléphone portable, il n'y a plus de téléphone à acheter. Donc, tout s'équilibre. 10 rayés par téléphone. Maintenant, et si j'imprime 20 rayés de plus,
qu'est-ce qui va se passer? Le prix du téléphone va doubler. Il va devenir plus cher parce qu'il y a plus d'argent en circulation. Mais tu n'as pas fabriqué plus de téléphones. Le téléphone qui coûtait 10 ré va passer à 20 ré avec une inflation de 100%. Cela arrivera aussi dans les pays si tu continues d'imprimer de l'argent sans contrôle et que l'économie ne croît pas. Donc, il faut faire très attention à l'impression de monnaie pour ne pas provoquer d'inflation. Pourquoi doit-on être sérieux sur les photos de documents? Aucune loi ne l'impose, mais tu l'as sûrement déjà entendu, peut-être même de la personne recevant ta photo pour le document, car c'est logique. Après tout, à quoi sert une photo sur un document? Elle sert à ce que la personne prenne ton document, regarde ton visage et vérifie si la photo correspond à ton visage. Maintenant, si tu prends une photo en souriant, quelle est la probabilité que tu sois en train de sourire au moment où tu arrives, je ne sais pas, à une frontière, ou que tu sois dans une banque, ou quelque chose comme ça? La personne regarde ton document, et tu es là. L'idéal, c'est d'avoir le visage détendu, le visage neutre, dans sa position naturelle, sans aucune expression, sans faire de grimace, parce que ça va faciliter ton identification. Cette question est très bonne, je me suis déjà posé la question et la réponse est intéressante. Si je suis en apesanteur, est-ce que je pourrais faire du développé couché avec une tonne, soulever le poids avec un doigt? Le développé couché, pour ceux qui ne font pas de musculation, c'est cet exercice où l'on s'allonge sur un banc, on place la barre ici et on la soulève. C'est un exercice où l'on peut soulever beaucoup de poids, mais jamais une tonne. Au développé couché, je crois pouvoir soulever 40 ou 45 kg maximum. Certaines diront sûrement que je ne soulève pas beaucoup, mais passons au tableau. En physique, une des formules essentielles est celle-ci. Regarde, force égale masse fois accélération. La force, on la calcule en newtons. Newton, c'est une unité de force, d'accord? On peut convertir en kilos pour mieux comprendre. La masse, ce sera bien en kilos, et l'accélération, c'est à quelle vitesse ça augmente, n'est-ce pas? À quelle vitesse tu arrives à accélérer l'objet. Alors, imaginons une situation de développé couché sur la planète Terre. Une personne soulève un haltère de 1000 kg, une tonne, avec une gravité de 10 mètres par seconde carré, c'est à peu près la gravité qu'on a ici sur la planète Terre en arrondissant. Autrement dit, qu'est-ce que ça signifie 10 mètres par seconde carré? Si tu es en haut d'un immeuble et que tu lances une pierre, après une seconde, cette pierre aura une vitesse de 10 mètres par seconde. Après 2 secondes, elle atteindra 20 mètres par seconde, sa vitesse augmentant de 10 mètres par seconde chaque seconde. Donc, avec cette gravité et ce poids, la force que la personne doit exercer, il suffit de multiplier l'un par l'autre. Ce sera 10 000 newtons. Et que signifie 10 000 newtons? Pour savoir à quoi cela correspond en poids, ce serait l'équivalent de 1000 kg. C'est-à-dire, pour soulever 1000 kg, il faut exercer une force équivalente à 1000 kg. C'est assez évident, non? Mais, et maintenant, si vous êtes à l'intérieur d'un vaisseau spatial où il n'y a pas de sensation de gravité, comment résout-on ce problème? Il n'y a pas cette accélération ici. Votre force déterminera cette accélération. Donc, il faut d'abord vous appuyer quelque part, n'est-ce pas? Avec quelque chose de fixe derrière vous, parce que si vous flottez et que vous poussez un objet d'une tonne, c'est vous qui allez être repoussé en arrière. L'objet ne bougera presque pas. Celui qui va bouger, c'est vous. Mais si vous êtes appuyé contre le mur du vaisseau, qui est un vaisseau super lourd, en poussant un objet d'une tonne, là oui. Si vous exercez une force de 500 newtons, ce qui équivaut à environ 50 kg la masse, ici est 2000. Et l'accélération sera de 1,5 mètre par seconde carré. Donc, vous prenez un poids d'une tonne, vous exercez une force de 50 kg, vous pouvez effectivement le déplacer. Parce que maintenant, il n'y a plus la gravité pour vous gêner. Ce qui va se passer, c'est que cet objet va bouger très lentement. Vous ne pouvez pas lui donner une super accélération. Plus il est lourd, plus il sera difficile de l'accélérer. Au moins vous appliquez de force, moins il bougera. Mais il bougera quand même. Pourquoi le riz est-il la base de notre alimentation alors que les Européens qui nous ont colonisés mangent des pommes de terre? Toute cette histoire est vraiment intéressante, non? Je suis allé chercher pourquoi nous mangeons du riz. Et là, j'ai découvert qu'il était compliqué d'avoir cette réponse, parce que les indigènes ici au Brésil cultivaient déjà certains types de riz. Oui, en Afrique aussi, on cultivait déjà certains types de riz. Donc oui, les populations qui se sont réunies pour former le Brésil consommaient déjà du riz. Et pas seulement elles, mais pratiquement le monde entier. Juste pour vous donner une idée, selon Embrapa ici, le riz est l'aliment de base de l'alimentation de 2,7 milliards de personnes. C'est à peu près un tiers de la population mondiale. Avec la pomme de terre, il se passe quelque chose d'intéressant.
Les Européens ne consommaient pas de pommes de terre à leur arrivée ici. Vous savez pourquoi? Parce que ce tubercule vient d'Amérique, plus précisément des Andes. Alors, ils ont découvert la pomme de terre en arrivant ici. Et c'est nous, je ne sais pas si je peux dire nous, parce que c'était plutôt au Pérou, etc. Je ne sais pas, mais au Brésil, il n'y avait sans doute pas de pommes de terre. C'est nous, les peuples d'Amérique, qui avons appris aux Européens à en manger. Non seulement la pomme de terre, mais aussi le légume le plus consommé dans le monde entier, qui est le maïs, qui est apparu en Amérique du Nord. Et c'est aussi d'Amérique que vient la plante à l'origine de l'une des douceurs les plus consommées au monde, le chocolat. Oui, le cacao vient aussi d'Amérique. Et là, j'imagine à quel point la cuisine européenne devait être triste avant la découverte de notre continent. Ibéré, réponds-moi, je suis vraiment ton fan, merci. À quoi sert la bille à l'intérieur d'une bombe de peinture? Quand j'étais enfant, j'avais vraiment envie de prendre dans la main ce truc qu'il y avait à l'intérieur de la bombe de peinture. Mais je ne pouvais pas l'ouvrir jusqu'au jour où j'ai découvert que c'était une bille en verre. D'ailleurs, quand on a visité l'usine de billes dans cet épisode de Boravé, le propriétaire de l'usine nous a dit qu'aujourd'hui, les enfants ne jouent plus aux billes. Parce que pour jouer aux billes, en général, il faut un peu de terre. Et donc, ce marché était pratiquement en faillite. Il n'avait pas encore fermé l'usine parce qu'il en vendait aux fabricants de bombes de peinture. En cherchant, j'ai vu une vidéo du Portugal où un homme ouvre la bombe. Il y trouve une petite bille en acier, comme celle d'un roulement, et non une bille en verre. À quoi ça sert? Dans la bombe, il y a la charge utile, la peinture, c'est ce que tu veux faire sortir du spray. Mais tu as aussi besoin d'un gaz pour expulser tout ça, non? Pour forcer le produit à sortir, ce qu'on appelle le gaz propulseur. Il s'agit souvent de gaz inflammables comme le propane ou le butane, les mêmes que ceux des cuisinières. Dans la bombe, ils sont liquéfiés sous forte pression. Donc, tu vas avoir un mélange là-dedans de peinture avec du propane et du butane. Enfin, pas exactement un mélange, parce que si tu laisses cette bombe reposer, ces deux éléments peuvent se séparer. Et là, quand tu appuies sur la bombe, ça ne va pas être terrible. La peinture qui sortira ne sera pas uniforme. C'est pourquoi il faut secouer la bombe avant, la bille aide à bien tout mélanger. Quelle est la différence entre l'eau gazeuse et l'eau oxygénée? Après tout, si c'est de l'eau oxygénée, c'est de l'eau qui a du gaz, de l'oxygène, non? Eh bien, non. Les petites bulles qu'on trouve dans l'eau gazeuse, c'est du dioxyde de carbone, d'accord? On a même déjà fait une expérience ici sur Manual do Mundo pour montrer comment faire de l'eau gazeuse à la maison. Ensuite, tu refroidis beaucoup l'eau et tu la secoues avec le dioxyde de carbone. Il va se dissoudre dans l'eau. Les molécules de CO2 vont se mélanger avec l'eau et le gaz ne sera plus visible. Quand tu ouvres la bouteille, des bulles apparaissent car le dioxyde de carbone se concentre et forme des bulles. L'eau oxygénée est très différente. Ce n'est pas une eau qui contient de l'oxygène dissous. C'est une eau qui possède une molécule différente qu'on ne devrait peut-être même pas appeler de l'eau. L'eau, c'est H2. L'eau oxygénée, c'est H2O2. C'est-à-dire une eau avec un atome d'oxygène en plus qui peut être libéré d'un seul coup si on ajoute un sel appelé iodure de potassium, et là, on crée notre fameuse dentifrice pour éléphant. Ibéré, allez-vous sortir un nouveau livre dans la collection Le Grand Livre? Si oui, lesquels? Tu as vu qu'on a quelques livres en arrière-plan? On en a 4. Donc le premier était celui de sciences, ensuite celui d'histoire, celui de mathématiques, et à la fin de l'année dernière, on a sorti celui de chimie. Et oui, on est en train de réviser maintenant le grand livre de biologie. Ces livres sont sensationnels, ils sont très bien illustrés, c'est très amusant d'apprendre avec eux. Si tu n'en as jamais ouvert aucun, je te suggère de commencer par le grand livre de sciences ou celui d'histoire, qui sont les plus faciles. Le grand livre de chimie, par exemple, contient pas mal de contenu du lycée, mais j'ai vu plusieurs enfants de 9, 10 ans en profiter énormément. D'accord ? Combien de temps fallait-il pour arriver au Brésil en venant du Portugal lors des grandes découvertes? Ces grandes découvertes ont eu lieu à la fin des années 1400, au début des années 1500, quand le Portugal et l'Espagne se sont lancés en mer et ont pratiquement cartographié le monde entier. C'est à cette époque que le Portugal a réussi à contourner l'Afrique et à atteindre les Indes. C'est à cette époque que l'Amérique a été découverte, que le Brésil a été découvert et, peu après, ils ont réussi à faire le tour du monde lors du voyage de Fernand de Magellan, dont j'ai déjà parlé il y a peu de temps. Mais le premier voyage officiel vers le Brésil, parce qu'il a pu y avoir d'autres voyages avant, mais pas exactement pour revendiquer le Brésil et dire qu'il appartenait au Portugal, eh bien, il a eu lieu en 1500. Alors Pedro Álvares Cabral est parti de Lisbonne le 9 mars, et il est arrivé à Porto Seguro, ici en Bahia, le 22 avril. Cela a pris 44 jours. Pourquoi les hôpitaux et les pharmacies ouverts 24 heures sur 24 ont-ils une porte s'ils ne ferment jamais? Il y a beaucoup de raisons d'avoir une porte. Regarde.
La première question est immobilière, un peu architecturale, d'accord? Parce que généralement, ces bâtiments n'appartiennent pas à la pharmacie. La pharmacie n'est pas propriétaire du bâtiment, elle le loue. Ça veut dire que ce bien immobilier peut servir à d'autres choses. Si jamais la pharmacie ferme, il peut être loué à un magasin de chaussures. Et là, il aura besoin d'une porte. Construire un immeuble sans porte n'a pas de sens, car il en faut une pour empêcher les gens d'entrer pendant les travaux et de tout voler. Il y a aussi un enjeu commercial. C'est ouvert 24 heures aujourd'hui, mais demain ça peut ne plus l'être. Et là, il faudra installer une porte. Mais il y a toujours des événements extrêmes, des choses qui arrivent très rarement, mais qui peuvent arriver. Par exemple, s'il y a une razzia dans la rue. À Cracolândia, São Paulo, récemment, des gens ont envahi la pharmacie et tout pris. Cela aurait pu être évité si la porte avait été fermée à temps. Et il y a aussi eu récemment plusieurs événements climatiques extrêmes. Par exemple, tempêtes, vents violents, inondations et des coupures de courant qui durent longtemps. Je veux dire, la coupure de courant est une conséquence de ces autres choses. Tu as compris, n'est-ce pas? Mais dans tous ces cas, tu devras fermer la porte du commerce, même pour les commerces ouverts 24 heures sur 24 qui ne pourront pas fonctionner quand cela arrive. Et il y a encore une autre chose. Il y a très peu d'endroits qui sont vraiment ouverts, 24 heures sur 24. La plupart d'entre eux fonctionnent bien pendant une période de 24 heures, mais si tu essaies d'acheter quelque chose le 25 décembre ou le 1er janvier, je te garantis que tu trouveras la plupart de ces endroits fermés. Salut Ibéré, je m'appelle Alice. Salut Alice. Je voulais savoir jusqu'où monte un ballon à l'hélium. Cela semble être une question simple, non? Mais ce n'est pas du tout simple. Première chose, un ballon ne va jamais monter indéfiniment, parce qu'un ballon à l'hélium flotte de la même manière que quelque chose flotte sur l'eau. D'accord? Il a une densité inférieure à celle de l'air, donc il va monter tant que l'air sera plus dense que lui. Sauf que l'atmosphère se raréfie de plus en plus, il y a de moins en moins d'air. Alors, il va arriver un moment là-haut où ce ballon va arrêter de monter, parce que la densité autour de lui sera égale à celle à l'intérieur du ballon. Et il va rester là, sans monter ni descendre. Mais en pratique, ça n'arrive jamais. Quand tu gonfles un ballon ici, tu as besoin de pression. Tu dois pousser l'air à l'intérieur du ballon. Au final, quand tu fermes le ballon, à l'intérieur, il y a une pression d'une atmosphère qui est égale à la pression extérieure. Non? En fait, à l'intérieur du ballon, il y a un tout petit peu plus. S'il n'y avait pas plus de pression, quand tu percerais le ballon, il n'exploserait pas. Donc, il est légèrement plus pressurisé. La pression atmosphérique, c'est le poids que l'air de l'atmosphère exerce sur nous. Il nous presse et on ne le sent pas, mais c'est bien là. Au fur et à mesure que ce ballon monte, la pression diminue. Cela veut dire que la pression à l'intérieur devient plus grande que la pression à l'extérieur. Et le ballon va commencer à gonfler. Mais vous savez bien qu'un ballon ne gonfle pas indéfiniment. D'après ce que j'ai recherché, en moyenne, un ballon à l'hélium, comme ceux de Fête, va exploser à environ 10 km d'altitude, ce qui correspond à peu près à l'altitude à laquelle volent les avions de ligne. Il y a des ballons qui montent beaucoup plus haut. Quand on a envoyé une capsule dans l'atmosphère, dans cette vidéo à 5 millions de vues du Manual do Mundo, on a utilisé un ballon qui était un peu dégonflé. Il était assez faible. Ici en bas, il était tout mou. Ça veut dire que quand il monte, il a beaucoup plus de souplesse pour se gonfler. Il peut se gonfler beaucoup plus avant d'exploser. D'ailleurs, dans la vidéo, on arrive à voir le ciel noir. Ça veut dire qu'il est monté tellement haut qu'il se trouve dans une région où il y a peu d'air. Et là, on ne peut plus voir ce phénomène qui rend le ciel bleu. À quoi sert la fente sur le côté du museau du chien? À la réception de cette question, j'ai d'abord cherché « museau de chien » sur Google car je ne comprenais pas cette histoire de fente. Et là, j'ai remarqué que je n'avais jamais fait attention au fait que tous les chiens ont des narines ouvertes sur les côtés. Il y a un petit trou devant, mais aussi une grande fente sur le côté. Ce qui est fou, c'est que j'ai cherché et je n'ai pas réussi à trouver le nom de ce truc en portugais. J'y ai trouvé fente dans le nez, nose slit en anglais. Mais c'est la fonction que j'ai découverte. L'être humain ne peut sentir une odeur comme celle d'un téléphone qu'en inspirant et en faisant entrer l'air. Et au moment où je souffle l'air, si je reste près du téléphone, je vais contaminer le téléphone avec l'odeur de mon haleine, de l'air qui sort. Donc l'air qui sort gêne quand je vais renifler à nouveau, quand je vais sentir une deuxième fois parce qu'il y aura l'odeur de l'air que j'ai expiré. Avec le chien, cela n'arrive pas. D'abord, le chien a un réservoir d'air à l'intérieur qui lui permet de continuer à sentir l'odeur même quand il expire. Et ce côté, cette fente sur le côté, sert justement à ce qu'il expire l'air à un endroit différent de celui où il sent.
Et en plus, l'air qu'il expire peut encore aider à pousser l'air autour vers ce qu'il est en train de sentir, et ainsi améliorer son odorat. Autrement dit, c'est un animal qui a pratiquement un super pouvoir dans le nez. On est d'accord, non? Il y a un nom de personne dans le tableau périodique. Je parie que tu ne sais pas lequel c'est. Je sais à quel nom tu penses et je surenchéris. Il y a beaucoup plus de noms dans le tableau périodique que tu ne l'imagines. Il existe un site très sympa de l'IBGE qui indique combien de personnes au Brésil portent un certain nom. Ce site a été construit à partir d'une base de données de 2010 d'accord. Il reflète les données de U6 1010, mais c'est quand même très sympa. Ça nous permet d'avoir une idée des prénoms les plus populaires, si ce prénom existe vraiment ou non. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans le tableau périodique et j'ai cherché les noms qui ressemblent à des prénoms, les noms des éléments chimiques qui ont un rapport avec des prénoms. Par exemple, Tullio. Au Brésil, en 2010, il y avait 24 500, Tullios 910, Laurentios 390, Laurentios 379, Indio 323 Francios, 223 Francios, 269 Césios, 263 Germanios, 263 Germaneos, 242 Uraneos. La liste est assez longue, n'est-ce pas? Je vais tout dire d'un coup pour ne pas vous ennuyer. Il y avait même 50 Polonio. Bien sûr, le nom auquel vous pensiez était Helio, le prénom le plus populaire. Il y avait 137 000 Helio au Brésil, ce qui fait à peu près 230 fois le nombre d'Iberes, qui, dans ce cas, était à 592 en 2010. Ibéré, pourquoi le moustique peut-il transmettre la dengue, mais pas le virus du sida? C'est une question à se poser, n'est-ce pas? Pourquoi le moustique transmet-il le paludisme, le virus Zika, la fièvre jaune et la dengue, mais pas le VIH? La première chose très importante, c'est que le VIH, le virus du sida, n'infecte pas le moustique. Il ne pénètre pas dans l'organisme du moustique, comme c'est le cas avec la fièvre jaune, par exemple. Cela signifie que le virus reste uniquement dans la partie digestive de l'insecte. Et les moustiques nous contaminent parce qu'au moment où ils insèrent leur, je ne sais pas comment on appelle ce petit tube, celui-là, bon, cherchons, hein? La trempe. Le moustique insère son aiguille pour prélever notre sang et injecte alors sa salive. Si le VIH n'infecte pas le moustique, il n'y en a pas dans sa salive. Une autre chose que j'ai beaucoup lue, c'est que lorsqu'une personne a le VIH, il n'y a pas autant de virus que ça qui circulent dans le sang. Donc, quand le moustique prélève, c'est une quantité de sang minuscule avec très peu de virus, et cela est insuffisant pour infecter quelqu'un. On a reçu des questions sur la tour de Bâtonnet. J'étais impatient de répondre à quelques questions. Combien pesait la tour de Bâtonnet? Avant qu'on la coupe, elle pesait 20 kg et comptait 17 000 bâtonnets. J'estime que cela a peu diminué, d'accord? Parce qu'on a coupé une partie qui était légère. Il devait y avoir environ 18 kg et 15 000 ou 16 000 bâtonnets au moment où elle était debout. Et si vous pensez à une tour de 24 mètres de hauteur et environ 18 kg, c'est extrêmement léger. Une personne peut porter toute la tour sans difficulté. C'est pourquoi le vent l'a finalement fait tomber. Pour soulever la tour, avez-vous pensé à la monter dans un gymnase fermé pour éviter le vent? La tour faisait à l'origine 30 mètres de hauteur, ça équivaut à peu près à un immeuble de 10 étages. Maintenant, dis-moi, où est-ce que je vais trouver un gymnase qui a la hauteur d'un immeuble de 10 étages? Peut-être à la NASA, je ne sais pas. Ibéré, pourquoi n'avez-vous pas mesuré la tour en bâtonnet quand elle était encore couchée? C'est une très bonne question qui implique un peu de géométrie. Regardez, ici la tour est couchée, ici la tour est debout. Si on mesurait la tour couchée, tu utiliserais probablement un mètre ruban d'une extrémité à l'autre, non? Parce que c'est la façon la plus simple, la plus proche du sol et tout ça. Sauf que ça, ce n'est pas la hauteur de la tour. Si tu la regardes debout, tu remarques que la hauteur, c'est ça ici, regarde. Ça passe par le milieu de la tour, pas sur le côté. Ça veut dire que si tu mesures le côté, tu auras une mesure un peu plus longue, un peu plus grande que si tu mesures la hauteur réelle. Donc, avec la tour couchée, tu devrais passer le mètre à l'intérieur jusqu'à atteindre le point où, théoriquement, cette tour toucherait le sol. Sauf que cet endroit est dans l'air, il n'existe pas. Parce que la tour a des pieds, donc elle est creuse à l'intérieur. Il faudrait trouver un point imaginaire jusqu'où tendre ce mètre. En pratique, c'est presque impossible. Parce que la tour n'est pas complètement creuse. Par exemple, à la pointe, il n'y avait qu'une petite tige. Il serait impossible d'y insérer un mètre pour passer exactement au centre. Mais, Ibéré, avec cette tour couchée là-bas, avec un peu de géométrie, on pourrait calculer la hauteur comme ça, hein, sans devoir passer le mètre au milieu. On pourrait, mais là, il y a un autre problème. La tour est flexible.
Cela veut dire qu'au moment où elle est debout, ses pieds, par exemple, peuvent s'écarter un peu ou les baguettes peuvent s'ajuster d'une manière qui fait qu'elle est plus petite debout que lorsqu'elle est couchée. Donc, pour s'assurer qu'on ne triche pas, qu'on n'est pas favorisé par une façon différente de mesurer, le mieux c'est de mesurer la tour debout. Battre un record du monde n'est pas si simple. Commentaire reçu par email. Pour relever la tour, vous avez rencontré des effondrements dus à un manque d'attention. Il suffisait d'attacher la tour à un support plus solide, avec une énorme tige de fer, de la même longueur que la tour. Puis, vous auriez hissé la tige de fer et le support de la tour. Et une fois qu'elle serait debout, vous retireriez la tige de soutien et il ne resterait que la tour dressée. À moins que cette action ne soit interdite par les règles du Guinness, vous avez beaucoup souffert pour rien. Non, cette action n'était pas interdite et on y a beaucoup réfléchi. Allons-y, la première chose que tu as dû remarquer, c'est que quand quelque chose est très long, ça devient extrêmement flexible. Donc, si on prenait une barre de fer à béton, peu importe son épaisseur, et qu'on l'étirait sur 30 mètres, elle deviendrait aussi molle que des pâtes cuites. Ce ne pouvait donc pas être une simple tige de fer, il fallait une tour en fer. Mais il fallait que ce soit une tour de la même longueur que celle dont on disposait, c'est-à-dire 30 mètres, une tour en fer de 30 mètres de haut. Maintenant, imagine le prix de ça, comment on allait transporter ça, le danger que ça représentait si on mettait un truc comme ça, debout, et que ça tombait sur quelqu'un. Toutes les difficultés, c'était surtout de la logistique, non ? Beaucoup plus lourd à soulever, plus difficile à stabiliser. Là-haut, les gens soutenaient avec les étais. Si ça lâchait, ça tombait sur quelqu'un. Bref, ça allait coûter bien plus cher et être plus difficile à faire. On aurait mis 3 fois plus de temps à construire cette tour ici. Et ça n'aurait pas pu être fait avec un autre matériau non plus, parce qu'une tour en bois de 30 mètres de haut aurait peut-être été encore plus lourde que la tour en fer, car il aurait fallu plus de matériaux, et même avec la technologie, on ne sait pas comment faire. En résumé, ce n'était pas par manque d'attention, mais on pensait que l'option n'était pas si intéressante. Mais passons à la question clé, à la question phare qui a largement gagné dans notre sondage. Que se passe-t-il si on va jusqu'au pôle Nord avec une boussole ? Que serait cette émission sans ce globe, hein ? Avant toute chose, il existe une différence entre les pôles géographiques et les pôles magnétiques. Le pôle géographique, c'est ce point ici, d'accord ? Là où se trouve l'axe de ce globe qui tourne. C'est là où serait l'axe imaginaire de la planète Terre au moment où elle tourne. Mais la boussole ne montre pas précisément cet endroit. Notre planète fonctionne comme si c'était un énorme aimant. C'est pour ça qu'on utilise la boussole. Mais les pôles de cet aimant, les extrémités de cet aimant, sont légèrement décalés par rapport aux pôles géographiques. D'accord ? Ils sont un peu en dehors. Et pire encore, ils bougent au fil du temps et peuvent même s'inverser. Il n'y a pas eu d'inversion récente. Toutes les navigations évoquées ici ont eu lieu avec le pôle Nord à peu près à sa position actuelle. Pour comprendre la boussole, il faut regarder le champ magnétique terrestre. Tu as sûrement déjà vu ce dessin, un aimant entouré de lignes. Ces lignes montrent comment un autre aimant s'alignerait s'il s'approchait de lui. Donc, si l'aimant arrive ici, il va s'aligner de cette façon. Si l'aimant arrive en haut, il s'aligne ainsi. S'il arrive près d'ici, il s'aligne comme ça. Une boussole, c'est juste un petit aimant, non ? Donc, ceci est la planète Terre, et les lignes du champ magnétique sont à peu près comme ça en réalité. C'est pour ça que si tu mets une boussole ici, dans la région de l'équateur, elle va pointer vers le nord et vers le sud. Elle va rester alignée entre le nord et le sud. Mais si tu mets la boussole ici en haut, eh bien, si on place la boussole très près de l'endroit où ces lignes se rejoignent, elle va pointer vers le sol. Elle va vouloir aller vers le bas. Sauf qu'une aiguille de boussole ne peut pas pointer vers le sol. Elle va devenir un peu folle. J'ai vu une vidéo d'un gars qui montrait une boussole en train de fonctionner en Antarctique et en pratique, elle ne marchait pas. À chaque fois qu'il bougeait la boussole, l'aiguille finissait par aller dans une direction différente. Autrement dit, si vous êtes très proche des pôles, vous ne pouvez pas naviguer en utilisant une boussole. Au début, ça ne faisait pas beaucoup de différence parce que les gens n'arrivaient pas à naviguer jusqu'au pôle. Mes chers, merci du fond du cœur de m'envoyer autant de questions. J'apprends énormément en préparant ces réponses ici. D'accord ? Et une chose importante, il y a beaucoup de questions qui arrivent et auxquelles j'ai déjà répondu. Parce qu'il doit déjà y avoir une cinquantaine de Ibéré répond sur la chaîne. Pour régler ce problème, on met chaque question dans une vidéo séparée sur la chaîne d'extrait. D'accord ? Donc, si tu veux jeter un coup d'œil là-bas, tu peux trouver plusieurs questions par le titre et ce sera juste cette question qui sera répondue dans la vidéo. D'accord ? Jette un œil, le lien est là.